Ouais, bonjour tout le monde. Alors, ouais, difficile le démarrage aujourd'hui, mais bon, salut, salut. Mais tout va bien, mais c'est vrai que je suis malade en fait, je suis vraiment malade. Mais je tenais vraiment à assurer un petit peu le truc, quoi. Donc bon, voilà, me suis un peu fighté avec les petits soucis techniques, mais je suis vraiment content d'être là, quoi. Et d'essayer de vous proposer quelque chose aujourd'hui autour de ce React. Je vais pas forcément aller au bout de ce que j'avais prévu parce que enfin voilà, je vais suivre des priorités, on va dire. Ça veut dire que j'aimerais bien que progressivement les React One Piece du dimanche, alors j'en ferai sans doute un tous les 15 jours de React du dimanche. Et j'aimerais bien que c'est donner progressivement à ces React une dimension d'analyse d'image, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, et puis en plus je vais pas forcément streamer très longtemps. Salut, salut Basile. Et du coup aujourd'hui, je vais plutôt, on va lire ensemble le 1045. Il est sorti tard, mais il est sorti là sur Manga Plus. Et mais on va lire ensemble. Je vais pas forcément faire d'analyse d'image. Je préfère me concentrer sur les deux angles que j'ai choisis aujourd'hui. C'est-à-dire d'une part la question des la question du cartoon. La question du cartoon et bien revenir sur ça et puis en voir quelques-uns et tout, kiffer un peu du cartoon, quoi. Et puis du coup je vais vous faire un petit check histoire du cartoon, quoi. D'ailleurs la question du cartoon et par l'intermédiaire de Chaplin, en fait, je vais essayer de poser la problématique du burlesque au début des années 20 dans sa rencontre avec le surréalisme. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, que je voulais travailler aujourd'hui. Mais je suis juste là pour poser des jalons, quoi. Essayer de réfléchir un petit peu. Et enfin, je voudrais évoquer une figure importante dans l'anthropologie littéraire qui s'appelle le trickster, le rusé, etc. Voilà. Et d'essayer d'envisager aussi ce chapitre-là à la lumière de ce paradigme, quoi. Donc voilà, on va essayer tranquillement de se poser et de commencer notamment par hop, et de se poser notamment ah salut, toi aussi t'es malade, grand. Salut Chine. Euh, ouais, ça vaut le coup, non, franchement, ça vaut le coup, quoi. Et puis surtout, et du coup, ça nous fait une petite introduction par rapport à ça. Hmm. Bon, vous me connaissez, hein, la question, elle n'est pas de savoir s'il y a... Si, je pense qu'il y a des mauvaises lectures, quoi, mais en revanche, il n'y a pas de mauvaises impressions, quoi. Ça veut dire que si un certain nombre de lecteurs se sont retrouvés un petit peu désarçonnés par le 1044 et le 1045, moi, j'ai rien à dire sur ça, quoi. Ça veut dire que, voilà, je comprends bien que chacun a des attentes et qu'il y avait sans doute une attente d'une tension et que cette attente de tension n'a pas forcément été remplie pour certains qui ont eu l'impression de sortir du combat à partir du moment où le Gear 5 s'est exprimé, quoi. Donc moi j'ai rien à dire par rapport à ça, hein, vraiment, quoi. Ouais, ils ont été grave désarçonnés. Maintenant, à côté de ça, ouais, et ça en revanche, je pense qu'on peut l'affirmer. Ben oui, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, Basile. Ça veut dire que, en fait, euh, je veux pas rentrer dans le débat, j'en ai rien à foutre s'il y a de l'objectivité dans les lectures, tout ça, etc. Mais il est évident que on est là sur la construction d'une cohérence, peut-être depuis le premier épisode d'ailleurs, celui où Shanks attrape Luffy et où Luffy tombe tombe là, le Rubberman. Et donc on est effectivement sur une cohérence qui date d'il y a un sacré bout de temps, quoi. Et alors je l'ai pas forcément préparé, mais je vais aller le chercher. Pour entamer, je voulais vous remontrer une scène avant de lire le 1045. J'avais pas prévu de le faire, j'y pense là avec la phrase de Basile, mais je vais aller vous chercher une petite vidéo qui va nous servir un petit peu d'introduction. Alors je l'ai pas préenregistrée, mais je l'ai dans un coin. Je m'étais dit qu'il fallait que je me la garde dans un coin. Alors je vais aller vous la chercher.
C'est une vidéo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, sa forme finale est enracinée littéralement dans les premières influences de Oda, grave. Quand on repense au combat contre Ener, ça me manquait justement cet aspect humour burlesque dans le manga. Oui, mais et c'est pour ça que je voudrais le faire tout de suite. Et vous allez, dès que je vais vous la mettre, vous allez vous dire, ah bah ouais, c'est vrai. Il a raison d'aller chercher cette scène-là. Donc, c'est une scène de Dressrosa. Elle est ici. Voilà. Une scène de Dressrosa, alors désolé, je l'ai trouvé qu'en français, quoi. Alors, ça sur pause, on va bien, parce que le problème avec ce logiciel, c'est que quand ça apparaît, ouais, voilà. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de repartir de cette scène-là en particulier. Ok, hop. Voilà, pause. On l'agrandit, on la met tout en dessous. Mais ouais, mais je pense que ça valait le coup en fait. On peut pas aller, on peut pas faire semblant de croire que Tex Avery est pas présent depuis un sacré bout de temps quoi. Et je vais essayer de vous montrer que il y a pas seulement Tex Avery qui est présent, il y a énormément de monde aussi qui sont un petit peu présents. Du coup, je vais aller vous la remettre. Hop, monitoring est sorti. On va mettre ça en dessous. Voilà. Ça y est, on y est. Ah. Ouais, je l'ai mise. Je suis trop grand du coup, moi. Hop, on va le mettre en tout petit là-bas en dessous. Et donc, scène à Dressrosa, en fait, Usopp Pika. C'est parti et on en parle un petit peu et du coup on sert de cette scène là comme introduction. J'aurais pu en prendre d'autres et n'hésitez pas à aller en retrouver un petit peu d'autres parce que je trouve que c'est pas mal de ne pas oublier que ce que propose Oda depuis 3 semaines est complètement en cohérence avec son objet premier quoi. Alors c'est parti. Technique super spéciale, impro total. Ça chauffe dans la tour. Quel combat! Allez, on saute des chapeaux de paille. On compte sur toi. Je sais pas quelle tête il peut avoir, mais s'il gagne, je lui serai redevable toute ma vie. Courage! Tiens bon! Pas question que je reste un jouet toute ma vie. Si tu gagnes, je renonce à ma vendetta contre ton capitaine. Je suis prêt à servir sous tes ordres si tu nous débarrasses de ces affreux. Allez, Trébol, maintenant amène Sugar au palais. Mais c'est bon, panique pas aussi. La menace est écartée, tout est sous contrôle ici. Oui, rassure-toi, jeune maître. L'ennemi est maintenant hors des combats. Nous laisse pas, Usolan! Et je te rends ton grain empoisonné. Non! Le Kitabasco! Nos espoirs sont réduits à néant. Tiens, mange. Adieu, pauvre type. Non mais Sugar, reprends-toi enfin. Tu vas pas te mettre dans des états pareils. Ah, c'est incroyable! Sugar s'est évanoui! Bon voilà, c'était
Oh, ça valait le coup, franchement, ça valait le coup. Avoir les couleurs officielles de la forme, et si Luffy est en un plat de blanc jusqu'à sa peau, ça serait génial. Alors ça, c'est vachement intéressant, ça. Vous avez idée autre... Oh, il y a un petit bruit, je sais pas d'où ça vient. Donc, ben voilà. Merci à celui qui a fait faire le petit bruit. Il faut que je branche tout ça. Ce passage-là, j'avais vraiment envie de le reprendre et de vous le montrer parce que, mine de rien, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, d'abord, premièrement, il y a de la tension. Et de la même façon que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tension, en fait. Il reste beaucoup de tension à l'intérieur du combat, en fait. Moi, le cartoon n'a pas brisé la tension et j'essaierai de le défendre en vous expliquant le rapport entre le cartoon et le surréalisme. Notamment, n'oubliez pas que les premiers cartoons, c'est des visions de squelettes, c'est des enfers, c'est du cul, c'est se manger soi-même, disons qu'il y a un vrai travail du cartoon vers ce qu'on appellerait de l'archétypique, quoi. Et c'est pas pour rien que les surréalistes bretons étaient si fans à la fois du cartoon et à la fois de Chaplin. Chaplin et cartoon, il y a d'ailleurs des rencontres entre les deux. Alors après, je comprends pas. Les tambours de la libération, tu les as entendus là, Hugo? Ça j'ai pas compris ton message. On les entend pas là, les tambours, quoi. Et sur les aplats blancs, ça serait vraiment intéressant qu'on revienne un petit peu dessus. Et effectivement, là, il y a un hommage au travail du noir et du blanc dans le cartoon original, notamment dans Felix the Cat et dans les squelettes de Disney, qui est quand même assez intéressant, quoi. Voilà, c'était juste pour introduire un petit peu le truc. Je trouvais que ça valait le coup, en fait, mine de rien. Et c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ça, mais je vais pas plus défricher. On va se lire tranquille ensemble le 1045. Vous l'avez tous lu 50 fois. N'hésitez pas à compléter les lectures parce que je vous avoue que ça, je l'ai pas préparé pour cette fois-ci. Mais j'en ferai sûrement un dimanche prochain où là, je reprendrai 1043, 1044, 1045 parce que je me suis pris plein de notes pour vraiment travailler sur la composition des planches, quoi. Mais là, je vous avoue que je me suis noyé dans un travail sur les cartoons et tout, quoi. Les tambours sont dans nos cœurs, ouais, mais on les entend pas ici. Si, on les entend ici, les tambours. Tu vois, c'est ça que je voyais pas, quoi. Alors, bah, garde-le bien. Je vous mets... alors, où est-ce que je l'ai mis? On se met un petit générique, quoi. Oui, voilà, on les entend pas là. Ouais, il me semblait bien, quoi. On se met un petit. Non, 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 bah non, non, mais en fait, c'est assez intéressant d'aller fouiller parce que les tambours, on les entend dans la chanson de Binks, par exemple, dans le saké de Binks. On les entend. Pardon. On les entend, les tambours. Ah, je suis désolé. Là, je suis vraiment mal. Bon, on a fait le test Covid, donc Basile, on n'est pas Covidé, nous. Je te le dis, quoi. Donc voilà, quoi. Donc allons-y, petit générique, et puis on attaque le... Ah bah on va regarder ça. Ouais, on va aller regarder tout ça. Oui, il me semble qu'il le cite. Donc on va travailler un peu sur ça. Alors, scène 2, on va aller direct sur ma capture de fenêtre, que je vais remettre en grand. Alors, pourquoi j'ai pas accès à ma capture de fenêtre? Oh bah zut. Bon. Parce qu'elle est derrière quelque chose? Non, je comprends pas. Oh bah zut. Normalement, j'ai une capture de fenêtre. Alors, elle a dû sauter. Non, c'est pas grave. Je vais en refaire une autre. Non, hop. On va retrouver tout ça. Voilà. Ok. Alors,
Donc on est parti sur le 1045. On est parti sur le 1045 et on lit ça ensemble, quoi. Et ensuite, je vous propose 3 axes de réflexion. Donc, un sur l'histoire du cartoon, un sur le surréalisme et du coup, on va dire le caractère sombre, en fait, qui est présent aussi dans ce passage-là. Et le dernier... Salut, Electrica. Le dernier sur comment ça s'appelle, sur la figure du trickster, sur lequel on va un petit peu revenir, quoi. 1045, on se le relit ensemble tranquillement, on fait quelques remarques, vous me redites où sont présents salut Marcel, on se redit où sont les différentes refs, quoi, et puis on avance tranquillement à partir de là, quoi. Chapitre 1045, Next Level, One Piece. Ah, intéressant en fait, toujours un peu les titres, quoi. Hein. Je vous avoue que je me suis pas fait le tour, quoi. Mais il faudrait aller farfouiller et tout. Qui c'est ce chat, par exemple, quoi. Ce serait intéressant. Il y a 2 bestioles là. Voilà, bon, à fouiller comme d'hab, quoi. On a sans doute quelques Beast Boys. On a sans doute des trucs à aller un petit peu chercher derrière tout ça. Alors, c'est parti. Je regarde juste si c'est bien calibré sur mon truc. Ouais, ça va, vous voyez bien. Je me mettrai encore en plus petit au moment où apparaîtront les doubles pages. Alors, je te croyais mort pour de bon. Le sommet du crâne, et avec les alternances vue longue, vue courte, et notamment, n'oubliez pas, au niveau de la lisibilité des actions, en général, vu qu'on est face à des actions qui sont un petit peu complexes, et qu'il a besoin assez souvent, Oda, de revenir sur les personnages principaux, dans le cadre d'une espèce de petit gaufrier, d'un petit strip de 4 ou 5 visages, et qui en général commente l'action. Donc on va avoir tout au long du truc une alternance entre 3 types de plans, des plans très proches, des plans très éloignés, des plans médiums. Je te croyais mort pour de bon, moi aussi, tes pouvoirs élastiques commencent à influencer ton environnement. Voilà qui ressemble fort à l'éveil d'un paramécia. C'est pourtant étrange. Ce type de transformation est censé être l'apanage des fruits de type Zoan. Alors pour ceux qui seraient un petit peu perturbés par ces références-là, on rappelle que les fruits de Zoan, surtout dits mythiques, donc le dragon en est un, c'est des créatures, quoi, les Zoan, et le gouvernement mondial nous a appris dans le chapitre précédent que je vais vous remettre d'ailleurs, hop. Le gouvernement mondial nous a appris dans le chapitre précédent que le Ito ou le Nika, quoi. Voilà. Il est ici, version Nika. N'oublions pas que les fruits du démon de type Zoan possèdent leur propre volonté. De plus, celui-ci porte le nom d'un dieu. L'autre appellation du fruit du gum étant le fruit de l'humain, de type Zoan mythique. Donc c'est le Ito Gumi. Et donc on est bien face à un... Et donc c'est un petit peu la surprise d'Oda, quoi. C'est qu'on n'aurait pas pensé que l'humain pouvait être une des créatures mythiques, quoi. Donc on a déjà un certain nombre d'éléments qui nous sont apportés par le gouvernement mondial. Il y a 2 choses qu'il faut remarquer. Sur Twitter, il y avait quelqu'un qui disait « Ouais, je trouve que c'est mal fait, mal amené, parce que le gouvernement mondial nous explique, alors que d'habitude, ce qui est pas faux, hein, alors que d'habitude, dans une bande dessinée, on doit trouver tout seul, et on doit pas avoir une espèce de sous-texte qui nous explique ce qu'il en est. » Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans la mesure où ce qui est très très intéressant, et c'est pour moi, il y a plusieurs actes de bravoure d'Oda. Un de ces actes de bravoure, c'est le moment où, c'est ce qu'on se disait il y a 2 semaines, le moment où le chef du CP0 et son acolyte se dirigent vers Nami, et en plein milieu du chemin, brutalement, il y a l'arrivée de Zunesh, et il y a le gouvernement mondial qui dit attention, on abandonne Nami, on fonce sur Luffy, on empêche le fruit de se réveiller. Donc c'est assez intéressant en fait, parce que quel est leur signal à eux? Voilà, ça c'est une vraie question que je me pose. Alors si dans le chat vous avez des hypothèses par rapport à ça, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Comment le gouvernement mondial sait, et quel est
quel est son... Voilà. Quel est le signal, quoi. À quel moment ils ont su qu'il y avait quelque chose qui allait se libérer. Bon, après, je vais pas plus développer sur les fruits type Zoan. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, on a plein de trucs à dire sur ça. Donc, vous voyez... Voilà qui ressemble fort à l'éveil d'un Paramecia, c'est pourtant étrange, ce type de transformation est censé être l'apanage des fruits de type Zoan. C'est-à-dire, en gros, être capable de donner les traits de son fruit à l'environnement proche. Ces positions-là, donc on va avoir toutes ces positions caractéristiques de Luffy, les unes derrière les autres, quoi. Hop. Attends, tu vas voir. Première transformation de Luffy un peu en Popeye, une référence explicite là à Popeye. Hop, Glupra. Hop, c'est parti. Et donc, le premier gag. Gag qu'on avait déjà un petit peu vu. Je vous rappelle, par exemple, que dans un chapitre précédent, j'avais trouvé ça génial, moi. Il y a Queen, qui est en dinosaure, quoi. Et qui, dans le même type de plan, en fait, vu de profil en plan entier, quoi, quitte, en fait, se divise en deux, quoi. Et il y a la partie serpent de son corps qui se retrouve projetée en direction de Sanji, quoi. Donc on retrouve en fait un petit peu un écho avec ce qu'il nous avait déjà proposé du côté de ces transformations. Hop, balloon. Espèce de... Et donc là, le début, et notamment quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, c'est que vous allez avoir Yori dans le chapitre 1043, le serpent de Scipia aussi, ouais, t'as raison Lomingo, t'as raison. Effectivement, on est quand même on est quand même sur des choses qu'il avait déjà un peu travaillé, quoi. Tous les motifs étaient déjà présents dans One Piece, hein. Pour moi, là, à ce niveau-là, il y a une réutilisation de chacun des motifs. N'oublions pas qu'il y a 2 chapitres, l'ami Kaido, il était bourrade, et il se battait en mode Jackie Chan ou Lee bourrade, quoi. On reviendra d'ailleurs sur cette question-là, elle me paraît importante. Quelque chose qui me paraît intéressant aussi, c'est le parallélisme qui est construit par Oda entre la femme dépositaire de l'héritage sur Wano, ici Yamato, et de l'autre côté Yori, face à cette espèce de figure paternelle complexe dans une relation complètement ravagée. Donc Yori avec le shogun traître, et ici Yamato avec son père Kaido. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a une construction d'un parallèle, sauf qu'on a une détestation totale du côté du Yori, alors que là vous allez voir que l'espace de plusieurs petits dialogues, on a les deux qui se retrouvent en parallélisme et en connivence totale dans leur rapport avec le nouveau pouvoir dégagé par Luffy. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, Kaido s'est mis à gonfler. Je ne me souvenais pas qu'il pouvait prendre cette forme. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas en caoutchouc, moi. Et là, voilà, là on arrive dans du cartoon, et vous allez avoir plusieurs utilisations des yeux. Première utilisation des yeux, eau, de lumière, hop, etc. Je vous rappelle que dans le chapitre précédent, on avait les différents personnages qui était présenté sous forme d'un petit strip à cet endroit-là, dans une situation tragique, avec une insistance sur le sang, et donc les 2 supernovas et le Yakuza. Et là, derrière les yeux, la lumière, c'est génial, franchement. La sortie hors de la lumière, évasion roquette, donc on a des nouveaux pouvoirs qui apparaissent là. Et effectivement ce blanc sur lequel il faudrait qu'on revienne un petit peu, et notamment un dessin cartoonesque. Alors je l'ai pas cité, j'ai préféré vous montrer tout à l'heure le Usopp versus Sugar. J'aurais très bien pu vous montrer aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant, le moment où on en a parlé la dernière fois, le moment où il y a Sanji qui est mal dessiné sur un Wanted, il est en colère, et en fait il y a vraiment un type dans l'univers de One Piece qui a cette gueule-là, avec ce même sourcil, et qui se fait emmerder par la moitié de la Terre, parce qu'il a la gueule du Wanted, quoi. Et ils deviennent potes. Et là vous avez vraiment le personnage qui sort du cartoon. Et donc ça c'est intéressant, et on reviendra un petit peu dessus, quoi. Hop, Gomu Gomu no.
Voilà, différentes figures d'exagération. Et vous voyez, la mise en parallèle de Yamato avec sa fille, c'est intéressant. Alors, on arrive sur la double page, alors du coup, moi, je vais me mettre encore plus petit. Hop, vous n'avez pas besoin de me voir moi, c'est bien plus intéressant de voir le travail d'Oda. Ça, c'est pareil, on va mettre tout ça dans un petit coin. Et on reste sur le travail d'Oda. Alors, c'est parti. Merveilleuse double planche, quoi. Franchement, moi, je... Gigante. L'onomatopée qui envahit tout. Ouais, c'est ça, il y a ça, t'as raison, Gear 3, t'as raison. On n'est pas dans le cartoon, là, franchement. Ici, donc là, le coup de pied, encore une posture qu'on a déjà vue de la part de Luffy. C'est qui ce colosse, pourquoi il a la même voix que Luffy, c'est lui. C'est important, Oda, aussi, de construire une espèce de doute et de parallélisme constant entre Joy Boy et Luffy, quoi. Il y a quand même tout un travail du commentaire. Et là, moi, j'adore ce plan, je le trouve vraiment génial. Soyez attentifs à ce plan. Le père et la fille, tous les deux dans la même communion d'émotions, quoi. C'est quand même assez intéressant ce qu'il nous propose Oda du côté de leur relation. Et je trouve que ça remet en cause pas mal de choses du côté de leur relation, quoi. Voilà, double page, elle tue sa mère, quoi. C'est qui ce colosse? C'est lui. Il y a... Donc, toujours pareil... On commence à avoir la bouche déformée, qu'on connaissait déjà aussi, quoi. Et, alors, ce qui a beaucoup gêné tout le monde, mais moi, c'est ma case préférée, Luffy qui joue à la corde à sauter avec Kaido, quoi. Bah, vous en pensez ce que vous voulez, quoi. Mais, donc, n'oubliez pas quelque chose qui est très très important du côté du cartoon et du côté de Chaplin, c'est la façon dont... que ce soit dans le travail burlesque du cinéma de cette époque-là ou dans le travail du cartoon, c'est l'interaction entre le paysage, l'environnement et le héros. Ça, c'est fondamental. Félix le Cat prend sa queue qu'il déboîte et dont il a fait une canne pour au moment où il rencontre Chaplin. Popeye qui se prend sur la figure une barre qui lui dessine exactement le village, il enlève et il y a un deuxième Popeye qui apparaît. Il y a vraiment un travail de lien avec l'environnement qui est fondamental dans le comic et que vous allez retrouver tout au long. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des objets du décor dont saisit Luffy, c'est son adversaire lui-même, quoi. Wow. Et donc là, on est sur l'inspiration The Mask. C'est la voix de toute chose, donc c'est la voix intérieure de Luffy. Tu as une idée du pourquoi le mot voix est entre guillemets. C'est la voix de toute chose, donc c'est la voix intérieure de Luffy que Momo détecte. Oui. À quel endroit vous avez vu la voix? Ah voilà, pourquoi il a la même voix que Luffy. Souffle ardent. Donc le combat continue quand même, hein. Hop, il se le prend en pleine figure. Et là, ce plan où il tombe, quoi. Donc là, vous avez Bip le coyote, vous avez tous ces personnages qui crament, Elmer Fudd dans les Bugs Bunny, Tex Avery, enfin voilà. Donc, et des commentaires de l'action par l'intermédiaire de ses camarades. Cette case qui est absolument extraordinaire et le pouvoir qu'il a, qui est quand même tout un truc aussi, et donc il faut pas oublier ça, hein. C'est quand même tout un truc, hein, dans le manga, le fait de voler en l'air, quoi, le fait de se déplacer en l'air. Il y a quand même toute une réflexion autour des capacités des Lunariens, des capacités de Sanji, de celles du Phénix, les quelques personnages et très rares personnages qui sont capables de se mouvoir en l'air et tout. Et là, vous avez Oda qui s'assoit sur ça, sur cette construction-là. De façon royale, quoi. Donc le fait de tomber d'une falaise et de remonter, l'enchaînement est extraordinaire. Le fait de tomber d'une falaise, de remonter et de repartir, là on est vraiment dans du comics type Bip Bip le coyote, quoi, où vous avez très souvent un personnage de coyote qui se retrouve dans le vide et qui met un petit peu de temps à toucher et à se rendre compte qu'il est dans le vide avant de tomber, quoi. Le coyote, lui, étant capable de repartir dans l'autre sens. Donc là, on a un pouvoir cartoonesque aussi qu'il faut bien voir. Roi des trois mondes, Ragnaraka. Vous voyez le décalage aussi entre les pouvoirs mythiques que convoque Kaido et le pouvoir de Luffy, quoi. Donc, la troisième fois qu'il se prend le Ragnaraka, troisième ou quatrième, Luffy, il a la soucoupe, le Gear 4, quand il court dans les airs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'il y avait ça dans le Gear 4. Et puis même avec le Boonsman, quoi. Bon, voilà.
Voilà, le passage Texabri, quoi. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais au niveau de la perspective, donc le défaut de perspective, le point de fuite et tout le travail de du mouvement, c'est-à-dire qu'on a une contradiction. Allez, on fait un tout petit peu d'analyse de planche. Vous avez ici un point de fuite. Vous voyez, si jamais je relis les différentes lignes et celle de l'onomatopée, je retourne vers ce point de fuite-là. Vous avez donc une case qui va se lire avec une aspiration du regard vers le haut. Et là, je vous renvoie à un tableau que je vais vous montrer tout de suite de Tintoret qui s'appelle Saint-Marc. Ciel, c'est le Saint-Marc qui tombe du ciel. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, il est là. Un tableau assez génial du Tintoret. Hop, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Bon, c'est pas des masses. Je sais même pas si on va le voir. On la voit pas des masses, quoi. Est-ce qu'on la voit quand même un petit peu? Oui, voilà, quand même un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous aviez un travail de commande du Tintoret. On lui a dit, tu fais un Jésus qui descend parmi les hommes et qui éclaire la scène où l'esclave, le chrétien martyr est massacré. Et Tintoret, il était déjà cartoonesque, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un Jésus qui descend et qui est, en gros, propose une cohérence entre l'organisation de la planche sur un point de fuite avec une direction du regard vers le haut et le Jésus en forme d'ascenseur qui dirige lui aussi vers le haut, et donc l'intégralité d'un tableau qui serait tendu vers le haut. Et là, ici, vous avez une contradiction. Le point de fuite est au-dessus. On voit là, à travers... vous le voyez ici à travers les différentes obliques. Sauf que les différentes obliques, elles pointent sur un point de fuite qui est la tête, qui en fait est en pleine descente, en pleine chute, quoi. Voilà. Donc ici, vous avez un petit peu la même chose qui est proposée par Oda dans son travail, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre l'organisation de la planche qui nous amène vers le haut et cette chute, quoi. Et là, donc il y a déjà le début de regard. Je vous rappelle, cette scène-là, vous l'avez, les différents regards, le travail sur les ombres autour des yeux, le travail du hachurage, etc. Et là, ma planche préférée, mon strip préféré. C'est pas génial, franchement, ça tue. Ça tue. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils traduisent, parce que moi, je connais pas, et j'aimerais bien qu'ils traduisent les onomatopées, quoi. Déjà, ils ont fait le coup dans le 1043. Ça serait cool que Glénat, il se fasse chier à proposer de la NDT un peu, quoi. Parce que là, dans le 1043, l'onomatopée finale qui veut dire silence et sourire, qui s'écrit Nika, etc., ça valait quand même vraiment le coup, quoi. Ouais, on a des personnages qui sont ravagés, il y a une tension. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Chopper et Nami, on les connaît un peu dans ces situations-là, mais les deux autres, on les attend pas dans cet état comique-là, quoi. Et vous avez effectivement le trou qui se rebouche, et le mouvement de pendule qui repart dans l'autre sens. C'est vraiment génial. Et là, alors on se croirait dans une bande dessinée. Alors moi j'aimerais bien savoir si la traduction c'est on se croirait dans une bande dessinée, ou si la traduction c'est on se croirait dans un dessin animé. Voilà, c'est une vraie question que je me pose. Tout simplement parce que pour moi, c'est une thèse, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je pose sur la table, quoi. C'est-à-dire, pour moi, la référence, je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui connaissent pas, ou en tout cas de revenir sur l'histoire de la technique d'animation qu'on appelle la rubber hose animation, donc les tuyaux que vous avez dans Félix the Cat ou dans les premiers Disney, même avec les squelettes. Pour moi, la référence, c'est pas celle du comics, c'est celle de l'animation, vraiment, l'animation de l'époque. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a un hommage, non pas à l'histoire du cartoon dessiné, pour moi, il y a un hommage à l'histoire du cartoon animé. Mais les deux positions sont peut-être possibles, hein, mais je trouve qu'il fait vraiment écho à des techniques d'animation traditionnelles et primitives, et que c'est sur ça qu'il joue. En fait, il retravaille ce avec quoi avaient fighté les premiers animateurs, c'est-à-dire créer de la fluidité et aller chercher dans cette fluidité-là une folie dans la réinvention du rapport du personnage avec son milieu. Voilà, et c'est une vraie question, hein. D'autant qu'en fait les comics d'autant de l'époque, ils sont plutôt anguleux,
Ils sont moins dynamiques que ce que ça paraît. Ils sont plutôt très détaillés. Et les animateurs se sont très vite éloignés des modèles de base. Le premier Félix le 4 était très anguleux. Et assez vite, ils ont utilisé cette technique du rubber hose animation pour créer cette fluidité là. Vous voyez, c'est des petits tuyaux qui sont complètement élastiques quoi et qui peuvent se grandir, etc. D'autant plus que le mot cartoon provient de la bande dessinée car la naissance de l'industrie de l'animé en Amérique, c'était principalement de l'adaptation de BD de presse. Oui, bien sûr. Ouais, t'as raison. Il doit y avoir cette ambivalence, quoi. Mais juste, voilà, j'aurais bien voulu savoir si c'était bien traduit ou pas, quoi. Après, peut-être que le mot pour bande dessinée et animation, en japonais, c'est le même mot. Voilà, je sais pas trop. Mais bon, j'essaierai de défendre mon morceau un petit peu plus tard, quoi. Ouille, c'était un spectacle intéressant, mais n'as-tu pas atteint tes limites? Au final, tu demeures incapable de me battre. La ferme. Je ne vois pas de quelle limite tu parles. Ça, c'est pas génial, franchement. Et donc, il fait directement écho aux 4 visages qu'on a vus juste avant. Ok. Et donc, vous avez une planche qui est construite avec 7 explosions cartoonesques, une série de visages, 1, 2, 3, 4, 5 qui passent à 3, à 2, donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 2, 1, et ensuite un encadrement autour de, à nouveau, une répétition de portrait, quoi. Vraiment, il y a un travail de la composition qui est vraiment intéressant, mais je vous le ferai la prochaine fois, quoi. Parce que sinon, on va pas avoir le temps, quoi. Je suis crevé, t'es qui, toi? Maintenant que j'y repense, c'est vrai que j'avais déjà un pied dans la tombe, ça épuise vachement ce truc. Tu peux partir en paix, il y aura sûrement des gens pour transmettre le récit de votre combat. Hop, on n'oublie pas, hein, cette question du récit, et notamment, je vous renvoie à ce que j'ai pu déjà dire, j'en ai parlé assez souvent, sur le héros, dans le cadre de l'épique moderne, et le plus souvent, Basile connaît bien Blade Runner, par exemple, dans Blade Runner, dans Dune, le Messie, le héros, c'est une place à occuper. Voilà. Et donc, du coup, vous avez une tension entre des imbrications de récits. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à l'histoire littéraire, c'est que l'enchevêtrement de récits, il existe dans le cadre d'un récit typique occidental qui s'appelle le récit picaresque, genre Gil Blas de Saint-Yann, dans lequel vous avez un personnage vagabond qui rencontre des personnages, qui lui racontent son histoire. À l'intérieur de l'histoire racontée, il y a un personnage qui rencontre quelqu'un qui lui raconte son histoire, et vous avez ce système de récit enchâssé. Ok ? Et là, vous avez un palimpseste de récit. Dans le cadre ici du récit épique, c'est pas pareil. Vous avez une espèce de récit englobant, qui a souvent une structure répétitive, et vous avez des places qui sont définies par ces récits-là, et c'est des places qu'on occupe ou qu'on n'occupe pas. Bon, voilà, c'était juste pour revenir un peu sur ça. Une fois mort, on n'est plus qu'un tas d'os. Donc pour moi, il y a une référence à Disney là. Voilà. Il y a grave une référence, et d'où les aplats blancs. Voilà. La ref à Binks no Sake. On n'est plus qu'un tas d'os. Merci, Lomingo. Merci. Ok, c'est cool. Je sais pas si quelqu'un dans le chat veut nous remettre les paroles. Oh, je peux les mettre là. Les paroles du saké de Brinks. Paroles. Hop, saké Binks. On va bien les trouver. Ah ils sont en image, là. C'est cool. On va me se mettre ça. Non. Voilà, je les trouve en français. Où est-ce qu'il est? Je m'en vais de bon matin. Yo 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 yo. On a trop envie de le chanter, franchement. Yes, on le voit bien en plus. Donc yo, je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks, les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends, pour moi ça ressemble trop à un blues en plus. Le soleil entame sa course, et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu port de ma jeunesse, adieu mon village natal, chante avec moi quelques couplets, le navire met les voiles, il balaye sur son passage de grandes vagues d'or et d'argent, je mets le cap, là où la mer. Jusqu'à plus fin 7 ans, je m'en vais de bon matin à livrer le bon rhum de Binks. Je suis un pirate, je passe mon temps à dompter l'océan. Les vagues sont mon lit douillet, le bateau est grave, c'est grave un banger. Les vagues sont mon lit douillet. Le bateau est ma maison et à son mât flotte au vent un noir pavillon, une tempête. Attendez. Je m'en vais de bon matin. C'est où la tempête?
Je l'ai perdu. Une tempête à l'horizon obscurcit le ciel immense, les vagues dansent, roulent les tambours, le tintamarre commence. Si la peur m'envahit, ce sera mon dernier soupir. C'est ainsi, je ferai une croix sur mon bel avenir. Je m'en vais de bon matin livrer le bon rhum de Binks. Jour après jour, le même rêve occupe mes pensées. Adieu silhouettes lointaines, agitant leurs grands mouchoirs, pourquoi pleurer? La lune brillera à nouveau demain soir. Je m'en vais de bon matin livrer le bon rhum de Binks. Chante avec moi cet air du large connu des grands pirates. Quoi que tu fasses, mon ami, tu finiras les eaux blanchies. La vie est une longue comédie pleine d'aventures promies. Franchement, il y avait déjà tout, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Il y avait déjà tout. Vous avez la lune et le soleil. Je vous rappelle que sur le bateau de Morland, c'est la lune. Sur Joy Boy et Nika, c'est le soleil. Tu finiras les eaux blanchies, en plus avec la petite feinte qui est donnée, parce que forcément c'est l'ami Squelette qui est le passeur de cette chanson-là à l'origine. Mais la vie est une longue comédie pleine d'aventures promis. Voilà, on y est. Vous avez une référence directe au saké. Mais grave. Mais le jour où One Piece, franchement, le jour où One Piece ça s'arrêtera, on ira dans la rue, on pleurera, on se prendra dans les bras, on boira de l'alcool. Franchement, je pense qu'on s'imagine assez mal ce qui se passera quand ça sera terminé, quoi. Allez, je continue un petit peu. Tu peux partir en paix. Il y aura sûrement des gens pour transmettre le récit de votre combat. Voilà, c'est les paroles, putain. Comme si ça avait de l'importance. Une fois mort, on n'est plus qu'un tas d'os. C'était vraiment Luffy avec ses habits et ses cheveux blancs. Il était méconnaissable. En attendant, sa voix menace toujours de s'éteindre. Vous voyez, les deux là, comme ils sont complices. Les deux, comme ils sont complices, c'est drôle quand même, quoi. La bataille continue, pas vrai, les amis. Momotama, Kinemon, Pedro. Ah, voilà. Le retour de Pedro. Pedro, je vous rappelle qu'on a laissé Pedro est mort au moment sur Whole Cake Island suite à l'explosion du gars là avec son sucre d'orge là. Oh lolo, tu vas vraiment y rester ce coup-ci parce que tu crois que ça me fait peur. Bats plus fort mon cœur, tu l'auras voulu. Voilà comme ça. Attention Luffy. Donc là, on en est au troisième. Donc il y a le premier, c'est le dragon. Donc à chaque fois, c'est les mêmes plans. Le dragon qui fait des serpentins. Luffy qui a la tête qui fait comme une espèce de... Comment ça s'appelle? Vous savez, les cadeaux avec le clown qui sort sur des ressorts. Mais là, en inversé. Et là, la troisième avec les marques Donc ça, c'est des scènes qu'on retrouve vachement dans Le Masque. Et cette scène extraordinaire où il court, là, ça fait mal et tout. Hein? Hop... Non. Toujours la force et la violence, un peu des coups de Kaido quand même, hein, et qui sont à chaque fois annihilés par là cette fois-ci, c'est le sol qui se transforme en Gomu Gomu, quoi, et hop, le retour en ressort, quoi. 3, 2, 1, 0, ils ont pas traduit, non, zup. Voilà l'approche d'où il sort ce type, en plus de blanchir de la tête aux pieds, il arrive à se recouvrir de fluide offensif et de fluide royal tout en altérant ce qui l'entoure. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un se battre aussi librement. Personne ne peut me vaincre en ce bas monde. Et là, c'est intéressant parce que ce qui transforme aussi en caoutchouc, c'est pas seulement le monde, c'est aussi la tête de Kaido elle-même, quoi. Avec ce plan absolument génial de la tête de Kaido qui est écrasé, qu'on avait déjà vu avec l'œil juste avant, quoi. Et Kaido qui tombe, quoi. Et Luffy qui garde beaucoup de flow, quand même, quand on rentre dans les détails, quand même. Il y a quand même un travail. Regardez là, par exemple, quoi. L'expression des yeux de Luffy, le nez plutôt pointu, le travail de la posture et tout, etc. On est sur du vénère, quand même, hein. On n'a pas tant perdu l'attention que ça, hein. On s'amuse bien, hein, Kaido. Ah, c'est mortel. Bon, voilà. C'était effectivement pour revenir. Alors après, ça serait intéressant de faire un travail, je le ferai quand on aura réuni suffisamment de choses. Donc là, cette fois-ci, un travail plus graphique où je vous montrerai des comparaisons de plans, notamment entre certains plans de Popeye et certains plans ici de One Piece, pour qu'on voit bien dans quel sens ça va, quoi. Là, maintenant, ce soir, moi, j'ai préféré plutôt me concentrer sur autre chose, c'est-à-dire, et vous en faites ce que vous voulez. Ouais, je pense que c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, je voudrais vous montrer
Vous donnez, alors je sais pas si c'est un univers que vous connaissez bien, peut-être que certains connaissent très bien cet univers, d'autres peut-être un petit peu moins. Je voudrais vous proposer, hop, vous proposer une petite réflexion à partir d'une histoire de l'animation et essayer de voir dans quel sens on peut aller à ce niveau-là, quoi. Alors, c'est parti. Bon, comment ça se fait que ça descende pas en dessous ça hop. Voilà. Et ma capture. Ah oui, c'est ma capture de fenêtre, je suis bête. Ma capture de fenêtre, je vais la mettre en dessous. Hop. Bah, on va voir comment vous ressentez par rapport à ça, quoi. On va essayer de tranquillement essayer de rentrer un petit peu là-dedans, et puis on verra où ça nous emmènera, quoi. Alors, hop. Je me fais mon petit 1, je prends un petit peu mon temps, ça me permet de... Hop, voilà. Voilà, nickel. C'est ce que je voulais faire. Voilà, je commence à y être, quoi. Alors, voilà ce que je voulais vous proposer, quoi. Je vais essayer de refaire une petite annonce sur Twitter. Ça serait cool. Hop. Je vais le refaire. Ce serait cool qu'on soit plus nombreux, quoi. Alors, Odam est quand même... C'est parti. Je passe à la suite, je me reconcentre. Odam met quand même une sacrée pression sur l'atelier avec ce chapitre. Vu la qualité des animateurs actuellement, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors oui, grave. Bon, bah ça, c'est Inch'Allah, hein, j'ai envie de dire, quoi. Ça sera Inch'Allah. Dans quelle mesure les animateurs vont se montrer à la hauteur de cette merveille, bah, on verra, quoi. On verra. Moi, je pense que ça doit être très excitant pour un animateur de relever le défi qui est proposé par les 3 chapitres qui viennent de nous être offerts, vraiment. Et notamment, un super défi au niveau de la construction de montage parallèle et de la construction d'écho, de résonance entre la scène de la mort de Luffy et c'est cette scène finale là où il se prend de la même façon que pour la 3e fois, il se prend le Ragnarok en pleine figure, quoi, et il se retrouve cette fois-ci complètement explosé, quoi. Alors, je voudrais vous parler un petit peu d'animation. C'est un petit peu l'occasion, quoi. Vous faire un petit point par rapport à ça, vous montrer un petit peu d'où tout cela vient. C'était un peu l'occasion, je trouvais que c'était intéressant de faire ce petit détour. Après, à vous de vous situer par rapport à ça, quoi. À vous de voir ce que vous voulez faire un petit peu de tout ça. Globalement, ce qu'il faut se dire... Donc, je vais pas vous parler des origines de l'animation, je fais un truc un peu documentaire, quoi. Mais je vais essayer quand même un petit peu de le problématiser. Bon, les... Petit coucou de Tokyo. Ah, coucou, Ezark. D'accord, ok. Ah, c'est cool d'être... C'est cool. Alors, je vais essayer de le faire tranquille et par étapes, quoi. Ça veut dire, je vais pas en revanche revenir sur les premiers essais kaléidoscopiques là, du 19e siècle, leur lien avec le spiritisme et tout, etc. Les tentatives notamment en France qui sont faits. On va rester sur Émile Coll, premier dessin animé 1908, quoi. On va rester sur ça. Des choses qui sont très anguleuses, très approximatives, et un travail sur pellicule, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller assez vite du côté de Dave et Mark Fletcher, et des Fletcher Studios, et notamment d'un personnage qui est fondamental, qui est le personnage de Coco le clown, qui est un personnage qui est intéressant parce que vous avez déjà un travail sur le 4e mur et sur ce que les critiques littéraires appellent l'autotélicité, ça veut dire c'est de l'art pour l'art, où vous avez le clown qui sort de l'encrier du personnage. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez quand même une animation qui est hantée par le lien avec le live action. Dès le début, et c'est très important. N'oubliez pas que les premiers essais de Walt Disney, c'est d'intégrer une Alice à l'intérieur d'un univers animé, quoi. Donc Coco le clown, c'est vraiment très très important. Et notamment, très très vite, parce que là on parle de 1915 quand même, Alice's Comedy, ouais, t'as raison.
Et tu dis Out of the Inkwell pour le premier Coco. Ce qui est assez intéressant, bah oui, dire tu connais tout ça par cœur, hein, ça je le sais quoi. Donc toi, je suis désolé, hein, tu vas pas. Bah profite d'ailleurs du coup, parce que le but c'est d'essayer de le problématiser aussi, c'est pas seulement de faire un exposé de 5e sur l'histoire du dessin animé, on s'en fout de ça. On va essayer de le problématiser et d'aller du côté du surréalisme. Dès 1915, les frères Fletcher brevettent une technique qui est la rotoscopie. Et donc, du coup, inventant la rotoscopie, ils inventent en même temps le métier d'intervalliste. Et puis tu me dis quand je dis des bêtises, surtout Gear, quoi. On est donc en 1915, et je voudrais juste vous montrer une petite... Il y a énormément de petites vidéos sur YouTube qui sont très très bien faites. Vous montrer ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie, c'est donc pour ceux qui viennent d'arriver, on fait une petite histoire du cartoon pour essayer de réenvisager ce chapitre à la lumière de cette histoire-là. Donc la rotoscopie 1915, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une approche en termes de position clé. C'est-à-dire que vous allez fixer des positions clés, et ces positions clés, vous allez les faire par l'intermédiaire d'une bande et d'une réalité, du live en fait. Et en l'occurrence, à cette époque-là, celui qui écrasait la concurrence du point de vue de la danse et du jazz, c'était un garçon qui s'appelait Cab Calloway. Et à partir de l'étude photogrammique, presque plan par plan, de la danse de Cab Calloway, les frères Fletcher vont repérer des positions principales et vont se dire qu'il suffit juste de dessiner l'espace qu'il y a entre les deux. Je vais pas rentrer plus que ça non plus dans trop de détails, mais ça me paraît important, quoi. Donc là, on est en 1915. Et du coup, vous avez une première tension de l'animation avec le réalisme. Moi, c'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est la tension qui existe entre le réalisme et le burlesque. Et d'essayer de définir le burlesque. Et notamment, qu'on comprenne bien, parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé ces derniers jours sur Twitter, on a parlé d'un chapitre qui était grotesque, en disant qu'on perdait toute en tension et que le chapitre devenait grotesque. Qu'on comprend bien ce qu'ils veulent dire par là, et voilà, chacun dit ce qu'il a envie de dire, quoi. Mais n'oubliez pas que le grotesque au Japon, c'est un certain lien entre le rire, l'horreur et la monstruosité, et qu'on a une autre construction culturelle. Alors que du côté du burlesque, on est sur... en fait, c'est deux traditions culturelles différentes. Le grotesque japonais lié aux fantômes et à la monstruosité d'un côté, le burlesque lié aux personnages du trickster, du rusé, de renard, de Chaplin, etc., qui est vraiment une autre histoire. Maintenant, je reviens sur ce qui compte là. Je vais aller changer de set parce que normalement, j'ai mis tout ça. Voilà, j'ai dû mettre tout ça. Voilà, donc j'ai mis tout ça scène 4 pour que vous puissiez avoir un petit peu ces différentes choses-là. Et donc, première remarque, on est sur la technique de la rotoscopie. This walrus didn't get these dance moves on his own. They came from Cab Calloway, a 1930s jazz superstar and bandleader. Do you see it now? Cab was a source of endless inspiration for early animators who transformed his dancing into that walrus and a ghost and a very moonwalky old man of the mountains. Old man. Alors désolé, il est en anglais, hein, j'ai pas pu retrouver les sous-titres quand j'ai encodé tout ça, quoi. Bon, on regarde juste la technique est bien présentée. Le monstre comme anormalité au sein d'un univers trop rigide, c'est intéressant. Oui, bien sûr, mais c'est une autre entrée en fait. C'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est une autre entrée et c'est une entrée qui est passionnante elle aussi. Hein, ça c'est clair, t'as entièrement raison, quoi. Tiens, j'essaie de remettre, ouais, voilà, mon chat bien au-dessus, là. Donc, allez, on le fait un peu en anglais. Ce qui est important, c'est juste de voir un petit peu les images qui sont proposées. N'hésitez pas à aller le regarder sur YouTube. Je mettrai l'intégralité des références des vidéos sur YouTube, sur mon YouTube à moi. Question d'honnêteté intellectuelle, c'est leur travail. Il faut leur renvoyer ce travail-là, qui est un excellent travail. Over the mountain. The way these moves got from real life to cartoon was a breakthrough in technology and method. It's an idea that forever changed animation, when an inventor took pictures that had just started to move and made them dance. As riveting as that was,
Early animation had a problem. The first animated shorts didn't look right. Don't focus on the drawing. Look at the motion. See how clunky his arm move is here, and how his shoulder doesn't move realistically? Max Fleischer saw Donc voilà, the un problème de réalisme du Sammy, mouvement. the inventor, blowing bubbles in some of the first films that revolutionized animation. And this is the clown that did it. See how naturally Coco the clown moves compared to the umbrella guy? That's where the invention called the rotoscope comes in. You can understand it from the patent application. Donc ça c'est le brevet en fait, c'est le brevet qui a été It was a way to film real préparé. movement to create better animation. First, they filmed live action. Pardon, j'étais en train de lire ce que disait. Donc, si la question de la rotoscopie vous intéresse, Elisa Carfontan a normalement passé sa soutenance il y a quelques mois de sa thèse La rotoscopie des origines à nos jours, modalité discursive d'une technique entre animation et prise de vue réelle. Question, Gear, est-ce que par hasard elle évoque le cas d'Aku no Hana, des fleurs du mal, de l'adaptation en rotoscopie de la merveille d'Oshimi. C'est parce que je cherche vraiment des choses dessus en ce moment, quoi. Donc oui, la rotoscopie, c'est une technique qu'on va réutiliser aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va comprendre assez facilement, hein, même si vous galérez un peu en anglais, ça va, vous inquiétez pas, ça va venir. Moi aussi, je galère. Motion in the wild. For Coco the Clown, they filmed Max's brother, Dave Fleischer, dancing around in a clown costume on Max's roof. He was in front of a white sheet. Donc le frère dansait en haut de l'immeuble. The sheet actually blew around so much that Dave almost fell off the roof, so don't try this at home. Ouais, un jour il a failli That tomber film à cause gave them du individual vent frames of Coco dans un- moving around, dans un like in vent. the patent. They used a projector hooked up to a car headlamp to amp up brightness, and it showed each frame on a screen with tracing paper. Then they just played it back, frame by frame, tracing what they needed. It had the creativity of animation, but the precision of live action. The results were astonishingly smooth, and lots of people noticed. The New York Times said Coco, the Inkwell Man, Le mot important là, c'est smooth. Ça y est, on va vers le smooth, comme ils disent. On y est et on l'approche, quoi. Le truc, c'est qu'il va y avoir une tension constante entre le smooth et le réalistique. Et dites-vous que, en gros, la limite, c'est le blanchissage de Disney, quoi. Et on a effectivement des nains qui continuent à être un peu animés selon la technique de ce qu'on verra après être technique qui est créée cette fois-ci par Bill Nolan. Et qui est la technique du rubber hose animation. Ok, merci Gear. J'irai fouiller. Allez, c'est parti. leaps as a human being, and it made sense. He was one. Take Cab Calloway's performance. Now, animators didn't Vous have avez to vu, guess il what bouge comme un subtle être humain. movements Bah, came ça in prend the du middle. sens parce que c'en était vraiment un. They had a filmed guide to every frame. Later, it helped out with Superman, using photos and film to model Lois, like here. Gulliver's Travels also had hyperreal movement, inspired by real motion. When the patent expired, other animation studios followed, but Fleischer's work was more than just one invention. Now, these cartoons and other ones at the time are filled with tons of cringy stereotypes that wouldn't pass muster today, but the creativity, that is not dated at all. Here we go. Fleischer Studios invented the bouncing ball song, where you can follow along with the lyrics. Oh yes, there's a patent. Max and Dave patented multi-plane animation as well. See how they could film the main character moving and separately move the background elements, like pictures. Bon, je vous le laisse un petit peu tourner, quoi. Donc, vous avez compris, on attrape les positions clés, d'où la création du métier d'intervalliste. Et là, ce truc assez génial, c'est qu'en fait, il va y avoir une création de machine, quoi. Et que là, vous voyez qu'on va jouer aussi assez vite sur la profondeur du décor par l'intermédiaire de maquettes. Et notamment, ils vont aussi breveter une machine permettant de faire bouger les différents éléments de maquette.
This created depth and saved animators time. It enabled gorgeous motion, like in this scene from Superman. As it evolved, Fleischer Animation mixed all these technologies with skilled artistry and improvisation. And that's why rotoscoping is a versatile tool still, whether it's inspiring some of the animation in early video games, or in its logical extension in motion capture, where real movements are given over to animators' fancy. But even that under Alors moi j'ai l'impression, mais Gear, ça tu nous diras que je trouve qu'il va un petit peu vite là sur ça, c'est-à-dire d'aller chercher dans les animations modernes par capteur, par motion capture, une espèce d'héritier en fait de la technique de la rotoscopie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sur deux techniques qui sont très très différentes quoi. Même si oui il y a le même but, bon, même s'il y a un support réel à la base quoi. tells their achievements a little. That Cab Calloway Walrus cartoon, Minnie the Moocher, is a Betty Boop cartoon, but it is a work of art filled with infinite delights that Scratch that. It is straight up weird, in the best way possible. Phones have lips, handkerchiefs talk, ghost skeletons get drunk, tonsils scream. Phones have lips. The list goes on. When Cab Calloway saw himself turned into a dancing walrus, he fell to the floor laughing. An invention made that work, but it was a different type of genius that made Cab Calloway fall to the floor. You can patent a device, but you can't patent that. That's it for this episode in this series about big changes to movies that came. C'est génial, vous avez vu le côté smooth, hein, comme ils disent quoi, le côté... C'est quoi la traduction Pierrot de smooth? C'est genre, c'est fluide. Ouais, voilà, le côté fluide de cette animation-là, en fait. Ouais, voilà. Bah, je suis d'accord avec toi, Gear. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un lien, mais ce serait un petit peu dommage. Alors, sachez que les frères Fletcher sont très très importants, et un tout petit point sur l'histoire des studios, parce que c'est fondamental que vous le voyez. Les Fletcher avaient créé un studio hein, au tout début, qui est tombé en faillite, et ensuite ils finiront, et c'est eux qui vont redonner vie à Popeye, qui était un comics à la base. Popeye qui est important, et qu'on se fera un petit plaisir en se regardant un petit Popeye à la toute fin, quoi. Ce qui est important, c'est de bien voir que à cette époque-là, vous allez avoir une tension après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 aux États-Unis, sur les modalités de construction du champ du cinéma. Donc là, je fais un peu plus mon sociologue et je vous renvoie au dernier live que j'ai fait autour de la question du champ. Ça veut dire que question du champ ou du monde plutôt. Je pense que là, les critères de Becker ils sont plus intéressants. Donc je vous renvoie à ce que j'ai pu dire avant autour des catégories de Becker. Disons juste qu'on a une tension assez complexe, genre qui a le pouvoir, les auteurs ou les studios. Et Chaplin et Fairbanks créent la Société des auteurs pour essayer de se débrouiller pour que ce soit les auteurs qui aient la main sur le cinéma. Or, assez vite, il va y avoir la création de holding vertical. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir des studios qui vont posséder l'intégralité de la chaîne. C'est pour ça que je parle de Becker. C'est un sociologue qui travaille plutôt en termes de chaîne, de coopération. Et vous allez avoir l'intégralité de la chaîne. Alors Becker, lui, il définit une chaîne... je vous le retrouve. Tintin, conception, exécution, fabrication, distribution, activité de renfort, appréciation, critique. La quasi-intégralité de la chaîne est tenue par les studios, en fait, assez vite, hein, dès les années 20, en fait. Ça se referme à ce niveau-là, quoi. Je vous renvoie aux travaux de Julien Duval sur l'histoire du cinéma, qui sont très intéressants à ce niveau-là. On a bien ici des studios qui vont s'imposer, et l'intégralité des auteurs dont je vais pouvoir vous parler sont des auteurs qui vont finir à un moment ou à un autre par rentrer dans l'un ou l'autre de ces studios, les trois grands étant Universal, Warner et MGM. Metro Goldwyn Mayer. Donc voilà, ça me paraît important de le rappeler. Donc là, on est sur l'invention de cette technique de la rotoscopie. Et donc, vous avez une première ambition du dessin animé, aller vers de la réalité. Mais vous voyez que ça empêchait pas de la fantaisie. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi n'importe qui, on a choisi celui qui avait à la fois l'ensemble des postures les plus fluides, les plus syncopées, c'est-à-dire Cab Calloway. Donc ça va être important de le rappeler. Maintenant, je passe à deux animateurs fondamentaux dans l'histoire du cartoon qui sont Otto Messmer et Pat Sullivan.
Bon, je passe assez vite. Pat Sullivan est un sombre connard qui s'est retrouvé en prison 9 mois pour viol sur mineur, qui est un personnage qui est trouble, et sur toute la tension qui a pu exister entre Otto Mesmer et Pat Sullivan sur la paternité, autour de la paternité de Félix le Chat. Félix le Chat, c'est important. Félix le Chat était, donc avant Mickey, on va dire, était un personnage ultra connu qui a donné lieu notamment à une inflation de produits dérivés partout dans le monde. Félix le Chat, au début, il apparaît comme étant plutôt, comment je peux dire, avec des traits très anguleux et des difficultés d'animation. Et c'est là, ça va être vraiment important. Donc le premier Félix le Chat, c'est Feline Follies, on est en 1919. Et à ce niveau-là, vous allez avoir Bill Nolan, qui va rejoindre Otto Mesmer et Pat Sullivan, et qui, entre 1922 et 1924, va travailler avec eux, et notamment, ça serait lui, bon, il y a toujours un peu de légende, un peu derrière ça, quoi. Et puis, ouais. Ah, j'ai l'impression que mon chat est déconnecté. Ouais, n'hésitez pas à continuer à réagir, quoi, c'est cool. Et donc, effectivement, du côté de Bill Nolan, on a l'invention de cette technique très particulière, celle des tuyaux en caoutchouc. Et donc, on supprime les joints, les articulations, et on crée cette fluidité-là par l'intermédiaire de cette animation. Et donc, du coup, vous voyez que cette tension qui existe, la tension qui existe, c'est d'un côté un désir de réalisme, mais qui en même temps est coloré de toute la fantaisie qu'ont voulu garder les frères Fletcher dans la foulée de Coco le clown, même après l'invention de la rotoscopie, qui normalement aurait dû donner du réalisme. Et de l'autre côté, cette fois-ci, on a Otto Mesmer et Pat Sullivan qui vont, grâce à Bill Nolan, eux, se lancer dans l'approche la plus loufoque possible, quoi. Et donc, il crée ce personnage très très important qui est Félix le Chat. Bon, il faudrait faire toute son histoire, notamment son lien avec la guerre, par exemple, et notamment, et ça j'amène la première page sur ça, on en vient au caoutchouc. Ouais, voilà, là on arrive au caoutchouc, rubber hose, les tuyaux en caoutchouc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Et là, on arrive à un moment, un moment assez fondamental. Il faut bien savoir que le cartoon, ça éponge vraiment les problématiques de la société, quoi. Il y a un dessin animé célèbre de Mesmer et Pat Sullivan, un des premiers qu'ils ont fait, où c'est un jeune homme qui reçoit son diplôme, qui sort de l'université et qui va se mettre derrière une file de chômeurs. On a aussi l'expression de la guerre, qui est présente et notamment qui est assez terrifiante dans sa mise en scène. On a aussi, mais bon, il fallait que je choisisse, donc j'ai pas choisi ces extraits-là. Et bien sûr, tout le racisme de l'époque-là. On est bien face, dans l'univers du cartoon, à un univers profondément raciste, hein. Et ça, il faut bien voir. Je vous renvoie à ce niveau-là au rapprochement de Disney. Je sais pas s'il est officiel ou pas, ce rapprochement avec Disney, mais je vous renvoie au livre de la jungle, notamment, et à la présentation des singes, les singes qui veulent le secret du feu et qui sont directement calqués sur les jazzmen noirs de l'époque, Louis Prima, Louis Armstrong, etc. Voilà, ça c'était important de le rappeler. Maintenant, je vous montre à quoi ressemble la... excusez-moi. Je vous montre à quoi ressemble le Félix le Chat et ses techniques particulières de rubber hose animation. Donc Félix le Chat était arrondi, il a des traits beaucoup plus ronds à ce moment-là, d'accord? Et ça, on le doit vraiment à Bill Nolan.
Ça tue, franchement. C'est grave Luffy versus Kaido, quoi. Regardez l'environnement. Et le flic. Et là, vous avez l'apparition du personnage du Trickster, aussi, sur lequel on reviendra après. Grave. Bon, j'avais pas prévu de vous le laisser tourner, mais je le laisse tourner, c'est cool, franchement. Vous restez avec moi. Wano Kuni. Bon, représentation raciste perpétuelle à cette époque-là aussi, hein, des Chinois, des Japonais, etc. quoi. Et ça, c'est génial. Et ça m'étonne entre nous de ne pas encore avoir vu Luffy jouer avec les onomatopées du paysage pour pouvoir scander sa fight contre Kaido. Pour ceux qui connaissent, il y a deux auteurs, je m'épose sur ça parce que c'est vraiment important. Il y a deux auteurs français qui sont vraiment très très importants enfin un auteur qui est vraiment fondamental dans son utilisation à la fois de briser le quatrième mur et en même temps de proposer des jeux avec les onomatopées, l'intégralité du texte, quoi. Donc ce travail de l'art pour l'art, en fait. C'est Philémon. Philémon est un auteur absolument extraordinaire. Vraiment, et notamment, lisez, je vous en montre un extrait. Hop, je retourne sur l'autre scène. Elle est où mon autre scène? Ouais, putain, je cartonne, franchement. Alors, je me perds pas trop. Alors, je vous montre à quoi ressemble Philémon. C'est un peu l'occasion de parler de cet auteur absolument génial. Donc Philémon a sorti une série de bandes dessinées qui s'appelle Simbabad de Bad Bad. L'auteur s'appelle Fred et son personnage s'appelle Philémon. Fred Philémon. J'ai souvent tweeté autour de ce personnage. Tu vas te promener? Non, je suis chez... Ah oui. À plus. Fred Philémon. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble. Voilà. Donc Philémon, ça ressemble à ça. On va ouvrir ça dans une autre case. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, voilà. Bon, on voit pas des masses, quoi. Mais au moins, vous vous représentez un petit peu. Donc ça, c'est du Philémon. C'est la planche de bande dessinée qui est mise en abîme. On est dans une technique de mise en abîme, là. Donc je pense que c'était important de revenir sur cette question-là. Et vous avez, je vous en montrerai une autre, notamment du coup une réorganisation totale de la planche dans Philémon. Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est magnifique, quoi. Vous l'avez aussi ici, où vous avez le gaufrier qui se transforme en une espèce d'armoire qu'on peut carrément, voilà. C'est pas génial, franchement. Il ne m'entend pas, enfin je veux dire, je ne m'entends pas, c'est l'enfer. C'est sans doute ça, l'enfer, ne pas s'entendre avec soi-même, la voix. Mais quoi, c'est moi là, je suis aussi de l'autre côté. Et oh, regarde par ici,
bon sang, je suis enfermé dans une case, et qu'est-ce que je fais en bas? Et oh, regarde par ici. Je ne me rends même pas compte que je suis en train de me quitter. Il faut partir d'ici, n'importe où, mais ne pas rester dans cette case, et vite. Quitter cet enfer sans se retourner. Sinon, devenir fou. Donc voilà, ça c'est, vous avez Philémon, Fred qui travaille sur ces problématiques-là, et vous avez de l'autre côté un autre auteur. Alors bon, moi c'est les bandes dessinées de mon enfance, quoi. C'est moins brillant, hein, voilà, il y a l'océan Atlantique qui forme des îles qui sont les lettres, il peut aller sur le A de l'Atlantique, etc. Donc une bande dessinée qui est sans doute moins brillante, mais qui joue un petit peu sur ces jeux-là. C'est la bande dessinée qui s'appelle Léonard, de Turc et Groot, dans lequel vous allez retrouver des jeux avec les onomatopées. Alors je vous les ai pas prévus à l'avance, mais une de ses inventions, c'est un pchit avec lequel il enlève les onomatopées, un certain nombre d'autres inventions. On m'entend? Oui, on m'entend. Ça va être... Enfin, il va y avoir tout un travail vraiment autour de la mise en abîme à l'intérieur de Léonard, quoi. Bon, j'aurais bien voulu vous trouver un exemple frappant, parce que c'est vraiment une tradition de cette bande dessinée là, quoi. Bon, on va avancer, quoi. Donc voilà, ça c'était important de le rappeler, et cette tension elle est vraiment présente dès le début. Maintenant, This walrus didn't get these dance moves on his own. They came from Cab Calloway, a 1930s jazz super. et là maintenant, je vous montre, je passe à la suite. Donc on quitte l'autotélicité. Ah bah il est où mon Félix le chat? Ah bah voilà, il a disparu mon Félix le chat. Bon, on en a vu assez en même temps. Je vais passer à la suite. Je vous montre, je poursuis un petit peu dans mon exploration. Donc vous avez eu effectivement l'occasion de voir Félix le chat, et maintenant, ah zut, excusez-moi. Voilà. Vous avez eu l'occasion de traîner autour de cette question de la naissance de l'animation, et donc de voir la tension qui existait entre le fantastique, puisqu'il y a du fantastique aussi évidemment, entre le fantastique et le réalisme, par l'intermédiaire de l'invention d'une série de techniques. Cette invention de cette série de techniques, elle prend écho et elle rentre en résonance avec un courant mondial artistique qui se déploie partout dans le monde, qui est une espèce en gros, l'expressionnisme de la peinture de l'art moderne déborde du côté de ce qu'on va appeler le surréalisme. Et donc, on aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ça, quoi. Bon, je vous ai montré Félix le chat. Je voudrais maintenant aller du côté du génie absolu, en fait. Voilà, quoi. Je vais quand même vous montrer du Disney, quand même. Je vais quand même vous montrer du Disney, parce que Disney, il prend sa place aussi dans cette histoire-là. Donc, avant de parler du génie qui est Tex Avery, je voudrais quand même évoquer le personnage de Walt Disney, et notamment le travail de Walt Disney au début de sa carrière. C'est-à-dire que Walt Disney, c'était un bricoleur de génie lui aussi, qui s'est assez vite engouffré du côté de la technique de la rubber hose animation, ça c'est évident, et de l'autre côté, il a... Voilà, je vais vous remettre parce que j'ai plus accès, voilà. On va se mettre bien. Et Walt Disney qui va récupérer ces acquis-là, et là, il va y avoir, dans le cinéma et dans le cinéma d'animation, une course au son. Et c'est cette course-là que Walt Disney va gagner, quoi. Ça veut dire que Félix le chat va perdre cette course-là. Elle va perdre la course de la synchronisation sonore. Et du coup, Walt Disney, une fois qu'il a pu gagner cette course du son, et qu'il a inventé le travail de sonorisation, il va pouvoir tranquillement déployer son art du côté de chefs-d'œuvre de plus en plus ambitieux, et du côté d'une approche de plus en plus, on dira, tourné vers le long métrage, vers le réalisme, etc. Mais je voudrais quand même vous montrer le Walt Disney du début. Bon, ça c'est ultra connu, hein.
Premier, c'est le Steamboat, là. Mais là, on a un travail de sonorisation déjà dans le Steamboat, quoi. Et là, la série des Silly, elle est après, quoi. Oui, à cette époque-là, ils ont des coups d'avance sur tout le monde, quoi. Ouais, grave. Bon, on se le fait, on continue, franchement, il est classe ce dessin animé quand même, c'est une dinguerie quoi. Et puis c'est un grand moment entre nous, hein, et je pèse mes mots, hein. Ce que je vous montre là, c'est des grands moments de l'histoire des arts, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Les frères Fletcher vont perdre à ce niveau-là, c'est qu'ils vont rester dans la course grâce au son, mais dans mes souvenirs, ils font de la post-synchro, il me semble, et c'est pas la même technique que celle de Disney, qui du coup est vachement plus pertinente, mais moi je suis pas assez calé. Donc sur cette question-là. Et là, vous voyez, on a le même travail que chez Chaplin, c'est-à-dire un détournement de l'intégralité des objets qui constituent l'espace, l'autre, etc., en vue de les transformer, non pas en choses, mais en mouvement. C'est vraiment la raison pour laquelle je pense que on a chez Oda un hommage à l'histoire de l'animation et pas à l'histoire du comic strip. Dans la mesure où la bande dessinée reste quand même un art de la posture, quoi. Là, on a vraiment l'art de la fluidité, quoi, l'art du mouvement, quoi. Bon, mais encore une fois, hein, c'est une thèse personnelle. Peut-être que je me trompe, quoi. Ouais, très juste, Sagir. Et pour ceux qui seraient intéressés, je vous engage vraiment à aller. Ils y sont pratiquement tous sur YouTube. Enfin, tous non. Mais ouais, mais c'est extraordinaire de toute façon. Et vous voyez, hein, c'est cet art du mouvement. Le cartoon, c'est un art du mouvement en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. La finalité, c'est le mouvement en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête, quoi. Alors pour ceux qui seraient intéressés, il y a un animateur canadien qui s'appelle Norman McLaren, qui a un grand nom du dessin animé, qui en gros a commencé à travailler dans les années 40 et qui lui a proposé un certain nombre d'expériences depuis la motion capture et jusqu'à il dessinait beaucoup sur il dessinait et il gravait sur la pellicule vraiment aller voir à quoi ça ressemble, c'est extraordinaire. Donc on est face à un art abstrait avec voilà, mais on est après en fait, on est du côté d'expérimentateurs qui vont s'amuser et qui vont beaucoup être influencés par le surréalisme, notamment je vous envoie au Merle. Le Merle, où il reprend une comptine, et dans cette comptine-là, et là, ça va, vous allez voir. En gros, le Merle a perdu sa tête. Oh non, le Merle a perdu sa tête. Oh non, non. Et puis ensuite, il gagne 2 têtes, puis il a 3 têtes, puis 4, et puis les jambes, et puis etc. Et il finit par être une espèce de créature à la limite de la sexualisation. C'est assez curieux, en fait. C'est un travail absolument extraordinaire. Donc voilà, si ça peut permettre d'aller un petit peu plus loin et tout, quoi. Donc voilà pour Walt Disney, on va dire que Walt Disney va clore ce chapitre avec Blanche-Neige, je crois que c'est 37, qui a été un grand succès quand même, hein. Disney a engagé énormément d'argent, on parle de plus de 2 millions sur le dessin animé, et ça a été un carton, quoi. Et notamment un carton auprès des adultes et tout, voilà, 1937. Ça a été un carton auprès des adultes, ça a marché du tonnerre. Alors, la petite feinte, et là je vous renvoie au fil de Manga Curator sur ça, c'est qu'il a eu un Oscar technique, mais il y a eu un refus qu'il soit dans la liste des Oscars de 38 du meilleur film. Donc on voit bien que ça va un petit peu perdurer, quoi. Mais vraiment, il y a eu plein de captures des regards des enfants face à Blanche-Neige, c'est extraordinaire. Blanche-Neige qui est une œuvre absolument fascinante, et notamment, moi je vous avoue, un amour très particulier pour Blanche-Neige, Bambi et oui, ça l'a enragé grave. Mais lui en fallait pas beaucoup, hein, pour l'enrager. Et Blanche-Neige, Bambi et La Belle au Bois dormant, qui pour moi est le plus grand dessin animé jamais pondu, quoi. Mais bon, ça c'est personnel, quoi. Et là, on voit bien que Disney, il va ailleurs, quoi. Il quitte le territoire du cartoon, et effectivement, son dernier vrai personnage cartoonesque, c'est les 7 nains. Puis après, dans les différents âges d'or, de bronze, d'argent, etc. de Disney, vous allez retrouver ces espèces de petites mascottes qui tendent à essayer de garder des côtés cartoonesques, notamment je pense à Dumbo par exemple, et les oiseaux de Dumbo, où vous avez encore un peu ce travail-là. Et à mon avis, chez Disney, il reste des origines de son travail toutes les références à la drogue.
Si vous avez bien regardé, après Fantasia, parce que ça se passe pas très bien, hein, Fantasia, Bambi, Pinocchio, qui sont ceux qui viennent juste après. Ça se passe pas très très bien. Hein. Cendrillon et La Belle au Bois dormant, ça va marcher, mais les trois autres, notamment Fantasia, ça passe pas, quoi. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après, que ce soit dans les Aristochats, au moment où ils jouent tout le monde veut devenir cat, là, on a tout un travail autour de la drogue, et le passage le plus extraordinaire et le plus inquiétant, je sais que moi ma fille a peur de ça, quoi, c'est le passage de Dumbo, où il tombe dans le... Ma fille elle a peur, hein. Ma fille a peur des Disney, hein. Et encore maintenant, hein, elle me demande de lui tenir la main quand on regarde La Belle au Bois dormant. Dans La Belle au Bois dormant, le moment... Pardon. Où l'espace s'ouvre et où elle monte pour aller se faire piquer avec la musique, et cette couleur verte, par exemple, il y a un travail de la colorimétrie verte qui est hyper angoissant, et dans Dumbo, le passage où il tombe dans la tise, et il sort complètement bourrade, et il voit il délire sur des éléphants qui la marche des éléphants, c'est extraordinaire, c'est vraiment, moi, vraiment, Disney est, enfin, Disney, c'est loin quand même, hein. Faut pas oublier ça, quoi. Donc effectivement, il va garder, à mon avis, de ces origines-là, le côté quelques mascottes et quelques personnages, notamment dans l'animation. Ouais, la marche des éléphants, c'est ouf, quoi. Il va garder aussi, voilà, le travail sur l'inquiétant. Sauf que lui, il va aller chercher l'inquiétant, non pas du côté du burlesque, comme Chaplin, mais il va aller chercher l'inquiétant du côté du conte. Et je pense que Disney, contrairement à ce qu'on pense, alors bien sûr, si vous lisez la vraie histoire de Blanche-Neige ou de Cendrillon, à la fin de Cendrillon, la belle-mère, elle est obligée de danser avec enfin, dans une des versions, elle danse avec sur des, comment ça s'appelle, des chaussures en fer qui ont été passées dans le feu. Et donc elle danse parce qu'elle a les pieds enflammés, quoi. Bon, il y a, certes, il n'y a pas ça chez Disney, mais il y a un travail sur l'inquiétant qui est toujours présent. Une autre thématique qui est très intéressante chez Disney, c'est le fait qu'il n'y a pas de naissance. Il y a des bulles de savon qui se doublent. On se double chez Disney. On n'est pas, on se double, on se redouble. Et tout est travaillé comme ça, quoi. Bon. Un auteur absolument fascinant, quoi. Donc n'hésitez pas. Bah voilà, de toute façon vous connaissez tout ça par cœur, quoi. Je voudrais maintenant entamer le dernier truc, hein, vous inquiétez pas, j'ai bientôt... je voudrais cette fois-ci aller du côté de celui qui, pour moi, est la merveille des merveilles, quoi. C'est Tex Avery, quoi. Tex Avery qui vient du Texas, il se faisait appeler au tout début, je sais plus comment il s'appelait, il se faisait appeler. Donc Tex Avery qui va commencer du côté de... en 1929 au studio de Walter Lantz. Ils ont tous un peu le même âge, hein, ces gens-là. Donc il est chez Universal au début. En 1930, il reprend une série qui s'appelle Oswald, le lapin chanceux. Et à cette époque-là, il y a un travail à chaque fois sur... on doit construire un personnage récurrent. Il faut inventer ce personnage récurrent-là. Et donc, il va y avoir une demande du côté de Tex Avery qui va quitter Universal pour se rapprocher à partir de 1935 des studios Warner. Et là, ça va être fondamental, c'est qu'il va inventer le personnage de Porky Pig. Un personnage auquel il était assez peu attaché. Ça, il faut bien le voir. Il était assez peu attaché et Tex Avery, il respire quand il fait Daffy Duck, quoi. Quand il fait le canard. Et là, hop, je remets sur la table un personnage de trickster. Méchant, calculateur, qui se moque. Donc là, on est vraiment dans une logique, si vous connaissez un petit peu, de renard versus le loup, quoi, dans la tradition occidentale du trickster. Donc le trickster, faire un piège, c'est celui qui trompe, c'est celui qui embobine. Du côté, c'est un héritage direct des Grecs et de comment il s'appelle, d'Ulysse, qui était la métisse. La métisse en grec, ça veut dire la ruse. Donc on est vraiment sur le déploiement de cette personne, de ce personnage du trickster qui est vraiment réinvesti dans
dans les Merry Melodies, les Looney Tunes. Donc là, on est en 1935 pour la création de Porky Pig et en 1937 pour celle de Daffy Duck. Une espèce de canard bondissant, complètement fonce-dé, qui tourne en bourrique le chasseur. Et arrive en 1940, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous le montrer, arrive en 1940 et crée un personnage alors qui a été très important pour moi, mais j'ai l'impression que de votre génération, vous avez moins vu de cartoons. Moi quand j'étais jeune, on avait beaucoup de cartoons, quoi. Il y avait Sa Cartoon sur Canal+, qui était une émission très intéressante et sur une formule absolument dingue, avec une thématique, et c'était un montage d'extraits de dessins animés autour d'une thématique et tout, etc. C'était très chelou. Et on avait bien sûr... donc ça s'appelait je sais plus quoi. Et non, Sa Cartoon, c'était le truc de Canal avec les cartoons les uns à la suite des autres, et ce truc de la Warner qui était présent aussi à ce moment-là, quoi. Je sais pas si vous êtes toujours autant... si vous pouvez toujours autant profiter de cartoon, mais allez-y, tout y est, quoi. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente 1940, la première apparition de la star des stars. Ouais, c'est ça, c'est ça, Guillaume. Mais pourtant t'es jeune, toi, t'as pas connu ça. De la star des stars qui est Bugs Bunny. Okay, Doc. I've had my fun, see? To show you I'm a sport, I'll give you a good shot at me. Now you stand here. Okay, Doc? Whoa, hold it! Okay, let it go. Oh! You got me, pal. Oh, you got me. Oh, oh this looks like the end. Oh, I can't hold out much longer. I'm all washed up. Oh, everything's getting dark. I can't see. Don't leave me. Getting dark. Dark. Goodbye, pal. Goodbye. Mr. Wabbit, say something. Speak to me. I killed him. I'm a murderer. I'm a wabbit killer. Why did I do it? I killed a poor little gray fuzzy wabbit. Why did I do it? Why did I do it? Wabbits, guns, wabbit twaps, cowards, wabbits. Cette fluidité dingue de l'animation, quand même. Can you imagine anybody acting like Alors il y a that? deux origines possibles à la carotte. Vous voyez dans un film célèbre un grand acteur qui mange une carotte, ou alors c'était une référence au cigare que fumait un autre acteur, le petit trou par rapport à ça. Okay, Doc. Donc là on est en 1940, quoi. On est en 1940, on est là dans la création d'un des personnages les plus importants de la culture pop moderne, quoi, qui est Bugs Bunny, quoi. Et on voit là à ce niveau-là la grande influence aussi de Chaplin ou de Buster Keaton sur en gros le coup de pied aux fesses, la situation qui change de sens par un seul regard, un petit déplacement, etc. Vous avez quelqu'un qui est important, Martin, je sais plus comment il s'appelle, qui décrit l'art de Chaplin comme ça, c'est-à-dire c'est des petites causes, juste un petit déplacement par exemple, qui entraînent un changement total du sens de la situation. Et donc on est tout en détournement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire-là, c'est l'histoire de base de la culture populaire, quoi. C'est la commedia dell'arte, c'est le coup de pied aux fesses, c'est si vous l'avez
fait au collège, c'est ce qu'on appelle les fabliaux du Moyen-Âge, dans lequel vous avez sur devant les églises là, sur les espèces d'estrades qu'il y avait devant l'église, des comédiens qui jouaient une série d'histoires dans lesquelles le pauvre trouvait sa vengeance par le détournement. Là, on est vraiment dans cette tradition là. C'est un travail que va poursuivre jusqu'en 1943, donc assez peu de temps après quoi. L'ami Tex Avery, et ce qu'il faut bien voir, et ça c'est vrai que ça me paraît aussi important, c'est tous les jeux des droits. À qui appartient telle créature, enfin, à qui appartient le personnage, etc. Donc, il va y avoir toute une complexité par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après les années 40, ça va être beaucoup plus difficile du côté des studios, dans la mesure où les studios ayant la main sur l'intégralité de la chaîne, ils pouvaient très bien proposer des dessins animés et des espèces d'actualités en première partie des films, et donc du coup ça passait au cinéma assez facilement. Il commence à y avoir la télévision. Sachez que le premier personnage qui a été filmé de l'histoire en direct sur la télévision, c'est Félix le chat. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et on est bien là sur, à partir de 1943, une perte de vitesse des grands studios, une réorganisation économique de ceux-ci, et en revanche, un certain nombre de licences qui vont perdurer, du côté de Popeye pour les frères Fleischer, ou du côté de Bugs Bunny pour le studio Warner. Lui, Tex Avery, il va partir ailleurs en fait dès 1943. Il va faire Dumb-Handed et il va inventer le personnage. Autre moment, beaucoup d'émotions là sur l'invention de ce personnage-là. Donc cette fois-ci, l'invention du personnage de Droopy et du loup. Alors attendez, je l'ai pas, je crois, je l'ai pas fait. Est-ce que je l'ai quand même? Non, je crois que je l'ai pas fait. J'ai pas enregistré j'ai pas enregistré le passage de la première apparition. Vous le trouvez facilement, Dumb-Handed, le Droopy quoi. Je vous mets juste pour se faire plaisir et pour finir une espèce de petit, donc je donnerai les références de tout ça. Je vous fais une espèce de petit montage qui a été créé par un garçon qui a proposé une belle analyse et une belle histoire de Tex Avery. Et donc, je vous propose Tex Avery dans toute sa splendeur, toute sa grandeur. Pour moi, c'est le génie, quoi. Donc voilà, Tex Avery. Merci pour le follow. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, sono i ragazzi, vecchi fanciulle, alla parrucca, presto la barba, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, carità. Figaro, son qua, ehi Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono il fattore della città. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Ma voi cantate la città, la città, la città. La
Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est extraordinaire. Voilà, Tex Avery dans toute sa splendeur, quoi. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais juste en profiter pour que je vais vous montrer un dernier épisode. Je fais une petite conclusion autour du personnage du comment ça s'appelle, autour du personnage du trickster. Et ensuite on s'arrête là. Je tenais quand même à, justement, parce que je vous ai beaucoup parlé de Chaplin, et je voudrais vous montrer la scène d'ouverture de Chaplin, et notamment ce travail sur l'environnement, ce travail constant de détournement, décalage de l'environnement qui est proposé. Je vous montre ce petit passage de Chaplin. Donc c'est la première scène de City Lights, des lumières de la ville, dans lequel on est avant l'arrivée du parlant, et donc on est dans les années 1935, je crois. On est avant l'arrivée du parlant. En revanche, il y a possibilité de rajouter du son en post-prod. Donc il va rajouter du son, et ce qui est intéressant chez Chaplin, c'est que le son, c'est une histoire de pouvoir. Ça veut dire que à chaque fois qu'on entend du son, et c'est pareil pour les temps modernes, dans les temps modernes, par exemple, quand on voit le personnage en face, il parle pas, et quand on le voit par la médiation d'un écran, on entend sa voix et il parle. Il y a tout le temps un travail sur le son qui est plutôt un travail de barbarisme, de cris, de gloussements, etc. C'est du bruit, Chaplin, quand il parle du pouvoir. On n'entend pas le pouvoir, quoi. Donc je vous mets le dernier extrait, Chaplin, et puis on fait une petite conclusion. Et regardez ce passage, il est extraordinaire, et vous allez tout de suite voir à quel point il y a à la fois un écho qui se crée entre le dessin animé et Chaplin, d'une part, et d'autre part, un écho qui existe entre Chaplin et Oda. Vraiment, j'y crois. Hop, Chaplin. Et je vais faire pipi. Là, regardez le travail avec l'environnement. Tout le temps avec une dimension sexuelle. Là, il est tard et tout. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi un petit peu, qui ont accepté de suivre tout ça, quoi. Je voudrais conclure. Alors, ça pourrait être long, mais ça sera l'objet d'un développement, en fait, cette question du trickster. Vous avez vu que on peut pas penser le burlesque indépendamment à la fois du métaphysique, du mythique, de l'archétypique, du psychanalytique. Vous voyez, voilà, le sexe, ces différentes références-là, comment ça creuse, quoi, et comment ça joue un petit peu sur les associations d'esprit. Donc là, on est vraiment du côté du travail du surréalisme. Le surréalisme, je vous rappelle que c'est la vraie naissance d'un chant, c'est-à-dire que à cette époque-là, de Breton à Dali, en passant par Dada, etc., on décide d'arrêter, en fait, de faire de l'art qui soit représentatif, de faire de l'exploration sociale, et on se lance beaucoup plus fondamentalement sur une tentative d'explorer de l'inconscient, d'explorer, comme dit Michaud, les continents sombres de l'inconscient. Ça, c'est le surréalisme. Et vous avez vraiment ce travail qui est fait là, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va aller creuser du côté des associations d'esprit. Nu, endormi, ensoleillé, tendre, solitaire, etc. Ça, c'est du Éluard. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la terre. Parfum éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Tout est
en synesthésie et en association d'esprit. Et l'intégralité du burlesque, là on est du côté de la relation amoureuse, mais c'est à chaque fois dans le détournement et dans le jeu sur un environnement et sur les sens. C'est vraiment fondamental. Alors je vais finir parce que cette arrivée du champ psychanalytique à ce niveau-là, elle se double d'une réinvention du personnage du trickster. Comment est-ce que je pourrais définir le trickster? Le trickster, c'est à la fois le héros culturel et c'est en même temps celui qui trompe. Et du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je vous livre le truc. Je pense pas que l'ami Luffy soit un trickster. Ça veut dire que le trickster, il est mauvais. Chaplin est mauvais. Daffy Duck est mauvais. Bugs Bunny est mauvais. Ils sont tous... Et là, à ce niveau-là, ça marcherait. Il y a du caprice enfantin. Il y a de la ruse. Il y a de la méchanceté. Mais il y a des pouvoirs. Mais il y a une possibilité de transformer l'environnement pour, de temps en temps, arriver à des positions positives et, de l'autre, arriver à des conclusions complètement démoniaques. Moi, je vais vous donner juste... Donc là, on est sur une approche qui est plus de l'anthropologie. Sur cette figure-là, ça pose tout un tas de problèmes méthodologiques. Donc, il faudrait que j'explique comment je construis la catégorie du trickster. Bon, vous avez en tête les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Renard, dans son rapport avec le loup, bon, il y a toutes ces histoires-là, en fait, qu'on retrouve avec Bugs Bunny et ses affrontements, etc., quoi. Je vais juste vous citer un exemple, moi, c'est les travaux de Franz, comment il s'appelle? Les travaux de Franz, ça va me revenir, quoi. Ces travaux de cet anthropologue, il a récupéré des histoires, c'était les aventures de corbeaux sur la côte nord-ouest du Pacifique, et il raconte comme ça un certain nombre de péripéties. Et donc, des fois, c'est des histoires qui sont positives. Il envie l'aigle, qui peut transporter un panneau d'eau douce qu'il porte avec lui, il l'attaque, il dérobe ce panier d'eau douce et magiquement il apporte l'eau douce au cours de sa fuite, il permet à toute une population de pouvoir reprofiter magiquement d'eau en fait. De la même façon, il vole au castor leur matériel, des maisons, des lacs, leur savoir-faire, les pièges à saumon, etc. Et en fait, l'intégralité d'une population va pouvoir bénéficier de ce truc-là. Mais d'autres fois, il est juste trop con, l'ami corbeau. Dans un autre des mythes, par exemple, ça va être... il va juste être trop con, quoi. Il va voir les œufs qui sont présentés, lui fait désirer d'obtenir ces œufs de saumon. Or, ces œufs de saumon, donc il va se transformer en saule limande pour essayer d'attraper ces œufs de saumon sans se rendre compte, alors qu'on lui a expliqué juste avant que ces œufs de saumon, c'était un appât. Et donc, du coup, il va se faire piéger, il va manquer de mourir, il va se faire attraper, brûler, et il va s'en sortir par une pensée magique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le trickster, c'est... Et là, il faut faire peut-être un petit peu la différence. Le corbeau, dans cet ensemble de contes-là, ça va être à la fois celui qui va détourner son environnement pour se débrouiller, pour retomber sur ses pattes et être positif du côté d'une communauté, et d'autres fois ses caprices, son emportement va tendre à la maladresse et à la catastrophe. Voilà, je voulais juste revenir sur ce personnage du trickster qui est un archétype sur lequel il faudrait revenir, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la réinvention du héros comme bouc émissaire, comme personnage susceptible de prendre les devants et d'obtenir l'élection comme une place à prendre. Bon, vous avez aussi le personnage du héros comme trickster, celui qui trompe, qui est chaotique et qui réactualise comme ça du caprice enfantin, quoi, avec une bonne dose de méchanceté. Luffy, c'est pas ça.
Luffy, il possède une partie de ces traits-là, et de l'autre côté, c'est contrebalancé par un certain nombre d'autres personnages. Donc ça serait assez intéressant en fait de creuser en profondeur la construction de ce personnage-là dans son lien avec le burlesque. Au burlesque et au cartoon correspond la figure du trickster, de celui qui trompe, de la métisse, de celui qui calcule. À l'inverse, enfin, de celui qui a une espèce de pouvoir magique de renversement de situation, quoi. De l'autre côté, il y a le personnage de Renard qui lui calcule, qui trompe, etc. Et donc vous avez ce personnage qui détourne magiquement l'univers dans lequel il vit. De l'autre côté, l'univers qui recourt à la réflexion, etc. Et comment est-ce qu'on situe la catégorie du Nakama à l'intérieur de ça? Voilà. Et je pense que la grande... certes, il reprend des schémas du cartoon, mais il ne les actualise pas jusqu'à créer la figure du trickster. Je pense pas. Je pense qu'à l'inverse, il crée une figure neuve, qui est un gamin, qui a faim, qui est plein de pulsions, qui est gamin, etc. Mais sans la méchanceté, avec la connaissance intuitive de son environnement et de la construction d'une réinvention de l'univers autour de lui par détournement. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait un petit peu creuser et essayer de comprendre quelle est la nouvelle figure du héros qui est inventée par l'ami Luffy. Voilà, on va s'arrêter là. Ça fait 2 heures et tout. Je vous ai suffisamment embêté, quoi. Un grand merci pour ceux qui ont accepté de me suivre autour de ça. Je sais pas si je partirai plutôt du côté de la... Je sais pas si je partirai du côté de d'un horaire en 18-20 heures ou en 21 heures et tout, je sais pas. Voilà, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, quoi. J'espère que ce travail-là a pu être intéressant pour vous, quoi. Que ça a pu vous apporter quelque chose et ouvrir des pistes à ce niveau-là, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup pour le soutien que certains m'ont apporté, quoi. C'est vraiment gentil, hein. Vraiment, c'était cool ceux qui ont suivi tout ça, quoi. Bon, j'ai pas beaucoup creusé, hein, mais c'était un petit peu l'occasion de mettre des choses sur la table et de proposer quelques éléments d'organisation et de voir dans quel sens ça peut aller. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une jolie soirée et je vais finir par du Chaplin et par le combat de boxe, quoi. Parce que le combat de boxe, c'est une dinguerie absolue, quoi. Donc, je vous souhaite une jolie soirée. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. J'ai de la fièvre. Je suis hyper malade. Je me sens trop mal. Mais j'ai essayé de m'accrocher et d'être le plus pertinent possible, quoi. Donc, voilà. Merci pour tout. Je vous souhaite une jolie soirée. Cœur sur vous. Nique sa mère la réinsertion. Vive la révolution, parce que Luffy, c'est avant tout une réflexion sur ce que c'est que le pouvoir. Ça, il faut pas l'oublier. Et Kaido est pas forcément du mauvais côté du pouvoir. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et on rediscute de tout ça. Je vous mets le Chaplin et je vous souhaite une jolie soirée. Merci pour tout. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Je vous laisse le match de boxe. Bye bye. Des bisous.